toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Citoyen que nous allons consacrer aujourd'hui à un sujet sensible qui intéresse absolument tout le monde en Nouvelle-Calédonie et même au-delà de la Nouvelle-Calédonie qui intéresse bien sûr toute la planète. 433 millions de personnes ont été vaccinées à travers le monde contre la Covid-19 à l'heure d'aujourd'hui. Alors où en est-on en Calédonie? Quelle est la stratégie? Quelles sont les réticences, voire les peurs que ce vaccin suscite? Comment y répondre? Nous allons évoquer tous ces sujets aujourd'hui avec Jean-Baptiste Friat, directeur de la DEPAS Sud, le docteur Anne Grandmougin, qui est responsable du centre de vaccination de Montravel, Séverine Page, qui est pharmacienne et responsable de la pharmacovigilance à la DAS, et enfin le docteur Dominique Chazal, dont je précise qu'il est également membre du bureau de l'UPR. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et bonjour à vous. Bonjour. 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 Un mot avec vous pour commencer, Jean-Baptiste Friat, directeur de la DEPAS. La stratégie du gouvernement a donc consisté en fait à décider de vacciner un maximum de monde en un minimum de temps. On parle de 2000 injections par jour. Je crois que le chiffre a été donné ce matin d'ailleurs par Christopher Gigès. 35 217 personnes exactement au jour d'aujourd'hui ont reçu la première dose. Alors comment ça s'applique, ce genre de politique? Comment ça marche? Alors, vous avez raison de préciser qu'il s'agit bien d'une stratégie élaborée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est vacciner le maximum de personnes le plus rapidement possible, mais tout ça comme dans un ordonnancement qui favorise bien sûr les personnes les plus à risque. Donc, effectivement, la priorité 1, c'est toutes les personnes qui étaient en interaction directe avec les voyageurs, les professionnels de santé. Donc là, on arrive en priorité 2, donc les personnes âgées, les personnes avec des risques, des facteurs de comorbidité, ou et les personnes qui sont dans le service public au contact direct des populations. Donc pour ce qui concerne la province sud, on se situe dans le cadre de cette politique-là, et donc on vient en concours, et puis parce qu'on est implanté sur l'ensemble des communes de la province sud en concours du gouvernement, donc de l'île des Pins jusqu'à Bourail en passant par Thio et Yaté, justement pour déployer la campagne de vaccination au plus près des administrés, sachant que sur Nouméa, donc il y a le docteur Grandmougin ici présente, où on a un centre spécialisé qui s'occupe principalement de tout le personnel, on va dire éducatif, c'est-à-dire que on s'est concentré sur tous les enseignants qui faisaient la continuité de la prise en charge des enfants de soignants durant la période de confinement, du personnel des crèches et garderies, de santé, de vacances et de loisirs. Et là, on est dans une campagne de vaccination vraiment destinée principalement au monde éducatif, puisque par ailleurs le gouvernement a augmenté la capacité de vaccination. Il y avait tout d'abord le Médipôle, et puis ensuite on a eu les centres de la CAFAT qui sont venus au secours, et il y a aussi un centre de la DSCGR qui est actuellement en cours de montée en puissance. Donc effectivement, on se situe dans ce cadre-là. Docteur Chazal, je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Cette stratégie, globalement, comment vous la percevez? Je vois que aujourd'hui, les institutions ont beaucoup de certitudes et s'organisent, et je pense que on voit les gens très très investis dans cette organisation. Après, ça c'est sur la forme. Je pense que le fond va peut-être plus intéressant, on va en débattre tous ensemble. Docteur Grandmougin, vous êtes donc responsable de ce centre de vaccination de Montravel. Quel est votre quotidien? Racontez-nous un peu. Alors, je ne suis pas responsable du centre, j'y travaille. Vous y travaillez, on d'accord. est voilà, 12 personnes à travailler, 4 infirmières, 2 médecins, des personnes à l'accueil, des personnes qui prennent les rendez-vous. Et le quotidien, c'est qu'on reçoit actuellement entre 100 et 180 personnes par jour, donc pour la vaccination. On a commencé aujourd'hui les deuxièmes doses, parce qu'on a jusqu'à présent vacciné en primo-vaccination. Et le quotidien, c'est que les personnes se présentent au centre de vaccination et sont accueillies par un médecin. On leur pose des questions pour savoir donc s'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. Puis ensuite, une fois que la prescription de la vaccination est validée par le médecin, donc une infirmière pratique donc l'injection. Ensuite, à la suite de l'injection, il y a une surveillance médicale qui dure un quart d'heure, qui est assurée par un médecin.
Et à la suite de ça, donc un deuxième rendez-vous est donné à la personne donc dans 21 jours plus tard pour effectuer la deuxième vaccination. Séverine Page, je me tourne vers vous. Ce vaccin, donc on va rappeler qu'il est fourni gratuitement par l'État, sous forme d'arrivage hebdomadaire. Le chiffre varie un petit peu chaque semaine, mais enfin, globalement, on est entre 5500 et 9500 doses par semaine qui arrivent en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit bien du vaccin Pfizer-BioNTech. Alors, ce vaccin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors c'est une copie de l'ARN messager du virus qui va s'introduire. Un virus, ça n'a pas les outils pour fabriquer ses propres protéines. Il utilise les protéines de son hôte, de la personne qui l'infecte. Et là, le vaccin contient cette copie qui, pareil, va s'introduire dans les cellules. On va produire une protéine qui va être reconnue. C'est la protéine Spike, donc qui pique un peu, qui sort du virus. Et on va développer une réponse immunitaire humorale et cellulaire. Donc humorale, ça veut dire qu'il y a des anticorps qui sont fabriqués pour cibler le virus si on le rencontre plus tard le vrai virus si on le rencontre. Donc on prépare notre corps à avoir une réponse efficace pour éviter que le virus nous infecte, nous rende malades. Et éviter aussi qu'on puisse éventuellement le transmettre aux autres. Alors c'est ce qui est en train d'être démontré. C'était pas. On parce que c'était une des questions, très franchement. On disait, est-ce que quand on est vacciné, pourquoi il faut continuer à porter le masque, par exemple, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ça nous protège de l'éventualité de le transmettre quand même à quelqu'un d'autre. Oui, on commence à avoir des données qui arrivent qui montrent que oui, ça empêche la transmission, comme la plupart des vaccins d'ailleurs. Mais tant qu'on ne le mesure pas, on ne peut pas l'affirmer. Là, on commence à avoir les données pour permettre de dire qu'il réduit la transmission et donc la circulation du virus. Alors l'une des questions qui revient évidemment la plupart du temps, on l'a entendu extrêmement souvent dans le public, dans les médias, à la télévision, un peu partout, c'est comment on a fait en si peu de temps pour développer un vaccin contre un virus, alors que par exemple pour le sida, au bout de 30 ans, on n'y est toujours pas. Alors, il y a des stratégies qui sont mises en place pendant des crises sanitaires pour réduire toutes les échéances. On avait déjà 20 ans d'expérience avec les vaccins, avec ARN messager, et toutes les agences des médicaments, les fabricants, les instituts de santé se sont réunis, ont travaillé ensemble pour développer les protocoles, ont priorisé les essais cliniques. Il y a eu un chevauchement des phases. D'habitude, on attend, toutes les phases sont bien distinctes et il peut y avoir plusieurs mois, plusieurs années entre chaque phase. Là, il y avait un chevauchement et les données étaient soumises en direct au fur et à mesure qu'elles arrivaient aux autorités responsables de l'évaluation du bénéfice-risque des médicaments. Les fabricants ont commencé à fabriquer le vaccin avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. D'habitude, ils attendent d'avoir l'autorisation de mise sur le marché avant de produire. Donc tout ça a permis de réduire considérablement le temps de développement, parce qu'on a compressé un peu, si vous voulez, toutes les phases, et on a focalisé bien sûr énormément de moyens humains et financiers pour son développement. Donc on a réussi à accélérer la mise sur le marché sans sacrifier les exigences en termes de données d'efficacité et en termes de données de sécurité. Jean-Baptiste Friat, un mot là-dessus? Non, j'avais envie de faire référence à l'allocution du président de la République. À un moment donné, il avait comparé la situation du coronavirus à une guerre, rappelez-vous, lors du premier confinement. Et souvent, dans des moments de crise comme ça, c'est un révélateur, et ça précipite effectivement les avancées technologiques. On peut penser
à la Seconde Guerre mondiale en Calédonie. C'est là qu'on a testé les premières Jeeps, et puis qui se sont développées dans le monde entier. Donc effectivement, ces moments de crise, c'est aussi des formidables accélérateurs de l'innovation, effectivement, et les gens se mettent tous ensemble pour produire quelque chose. Et pour ce qui concerne d'autres virus, moi je laisserai les médecins parler, mais je crois que par exemple, le virus du VIH est beaucoup plus compliqué, il se loge au sein des cellules, donc c'est quand même, on a quand même la chance d'avoir en définitive un virus qui est assez simple à combattre par rapport au HIV par exemple. Qui est un virus qui mute absolument en permanence, le HIV, c'est pour ça qu'il est aussi difficile. Tous les virus mutent. Oui. C'est ça, parce qu'il y a des inquiétudes aussi sur les variants, puisque on parle chaque semaine quasiment, ou chaque mois, d'un nouveau variant breton, le variant papou, le variant anglais. Ça, c'est normal. C'est la vie naturelle d'un virus. Donc de varier. Parce qu'on a même il voyage en même temps. Voilà, des recombinants également maintenant. Ouais. Donc c'est la vie naturelle d'un virus et donc ça n'est pas surprenant. Après, il faut s'adapter, c'est-à-dire vérifier ce que font les laboratoires, que le vaccin est toujours efficace donc sur le virus variant, ce qui est a priori le cas actuellement. Docteur Chazal, est-ce qu'on a été trop vite ? Bah écoutez, d'abord, je voudrais revenir sur les propos de ma consoeur en face de moi. Je me souviens pas le nom. Madame Page. Madame Page qui parlait de la contamination. On avait des études. Moi, j'aime bien que les choses soient sourcées. Donc, sourcez, mon cher confrère, vos allégations. Et pour ça, je vous invite, monsieur Ménage, à vous procurer. Moi, j'ai pas réussi à l'avoir, mais dès que je l'aurai, je vous le ferai passer. Le mémoire du docteur Véran, qui est ministre de la Santé. Et ce mémoire vous informera sur ce que pense M. Véran de la contamination quand on est vacciné ou pas. Et je ne veux pas m'avancer puisque je n'ai pas le document, mais ça va un peu à l'encontre de ce qu'a dit ma consoeur. Ensuite, moi, je vais au niveau du vaccin proprement dit, moi d'abord, je voudrais vous dire que le 15 mars 2020, quand la crise est arrivée, j'ai été appelé par membre du gouvernement pour assister à une réunion. J'étais ministre, j'étais président d'un syndicat de médecins libéraux, et donc j'ai accouru donc parce que c'était vraiment le bas de combat. J'ai accouru à Nouméa parce que j'étais à Païta au CHT, une réunion. Je suis arrivé dans une salle où il y avait 15 personnes et un peu alerté par ce qui se passait. Je rentre pas dans la salle. Je vois une salle où il y avait 15 personnes autour d'une grande table sans masque. J'étais très étonné. Et je me tourne, je cherche à droite à gauche, et puis je demande à ces gens-là, ils me disent, vous avez des masques ? Non, on n'a pas de masque. Donc je vois M. Course, qui était à l'époque directeur de la DAS. Je dis, M. Course, il faut des masques, parce que là, si on a vraiment un truc mortel, il faut des masques. On n'a pas de masque. Je dis, non, alors pas de masque, pas de Chazal. Parce que moi, je ne rentre pas dans une salle si vous ne mettez pas des masques. Donc on a trouvé des masques, on a mis des masques, on a discuté 5 heures. Très intéressant, on a échangé des choses. Et puis voilà. Bon. Donc pourquoi je vous raconte ça ? Parce que ce que je veux vous dire, c'est que j'ai assisté à beaucoup de confusion depuis le début de cette crise. Et ce jour-là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et dans les semaines qui ont suivi, il y a le confinement, il y a tout ça. Moi, écoutant les informations et ça, en voyant les atermoiements de nos dirigeants nationaux, masque, pas de masque, enfin tout un tas de choses complètement hallucinantes, j'ai pris du recul, j'ai démissionné de tous mes mandats et je me suis mis à travailler. Je suis titulaire d'un CESAM, d'un certificat d'études statistiques appliquées à la médecine, option épidémiologie, que j'ai fait par intérêt personnel, et donc j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais lire. Au début, il n'y avait pas grand-chose, puis au fur et à mesure des mois qui passaient, il y avait eu de plus en plus de choses. Et je ne vous cache pas que là, aujourd'hui, vous m'avez invité. Effectivement, je ne suis pas un médecin anti-vaccin, je vaccine toutes les semaines. Mais là, si vous voulez, au sujet de cette politique vaccinale avec ce qui se passe, j'ai quelques appréhensions et quelques doutes. De quel ordre ? J'ai une certitude, moi, aujourd'hui, quand je vois les certitudes en face de moi, j'ai une certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude dans tout ce qui se passe. Et je vois bien l'extrême bonne volonté de tous ces gens autour de nous, autour de cette table, à essayer de s'opposer à une crise sanitaire. Mais je vais reprendre les paroles du professeur Raoult, qui n'est pas mon ami, qui disait soyons intelligents et faisons de la science. Et c'est un petit peu ça, moi, que j'ai voulu faire à mon petit niveau, un tout petit niveau de médecin de terrain, c'est d'aller chercher les infos. Et effectivement, monsieur Ménage,
ce que j'ai me fait beaucoup douter sur tout un tas de points, et on va certainement pouvoir en discuter avec nos amis autour de la table. Donc voilà, c'est beaucoup de confusion, et je vous cache pas que voilà. Alors pour ce vaccin proprement dit, le Pfizer, j'ai donc demandé à la France, enfin en France, à ce qu'on m'envoie une fiche sur les données de ce vaccin, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'on pouvait me dire là-dessus. Je vous lis quelques éléments. Je commence au début. Vaccin ARN Pfizer-BioNTech, éléments connus de la balance bénéfice-risque. Bénéfice entre parenthèses, efficacité. Efficacité montrée uniquement sur la réduction des formes bénignes à modérées d'infection à SARS-CoV-2. Pas d'efficacité montrée pour la prévention des formes graves avec hospitalisation. Pas d'efficacité montrée pour la prévention des formes mortelles. Pas d'efficacité montrée chez les personnes de plus de 75 ans. Efficacité non étudiée chez les personnes de moins de 16 ans. Efficacité non étudiée chez les immunodéprimés. Aucune donnée sur la prévention de la transmission du virus chez les personnes vaccinées permettant un éventuel retour à une vie normale. Aucune donnée sur la persistance de l'effet du vaccin au-delà de 3 mois. Aucune donnée sur l'efficacité du vaccin sur les potentiels variants du virus. Voilà, je vais pas continuer la fiche. Il y a d'autres choses encore après. Si vous voulez, on en discutera après. Ce que vous dites, si je peux me permettre d'essayer de résumer votre pensée, c'est qu'on n'a pas de données suffisamment importantes pour dire que tel ou tel vaccin c'est le bon choix. Moi, médecin de terrain, je veux avoir des certitudes, parce que moi, je ne peux pas envoyer conseiller un vaccin à quelqu'un si je n'ai pas si vous voulez, un vaccin, c'est destiné à une personne en bonne santé, une population en bonne santé. Donc, pourquoi on faisait 5 à 15 à 20 ans d'études? C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de complications, il n'y ait pas d'effets secondaires et que ça marche. Donc, c'est ce qui passe avec la plupart des vaccins. À part quelques petits aménagements qui ont eu lieu en cours de temps, pour lesquels on n'est pas tous d'accord, nous les médecins, mais ça marche. On les fait et on les fait. Mais là, excusez-moi, mais sachant aussi que cette étude se terminera fin janvier 2023 et que les conclusions sont rendues en 2024, puisque j'ai demandé quand est-ce qu'on aura quand même l'étude du... Moi, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est pressé de faire quelque chose contre un ennemi terrible. Et donc, à ce sujet-là, qu'est-ce que j'ai attendu avec impatience, Monsieur Ménage, la fin du mois de janvier 2021. Pourquoi j'ai attendu la fin Parce que je voulais avoir les chiffres de la mortalité de la population française suite à cette pandémie. Oui. Et donc cette pandémie, monsieur, n'a pas fait un mort de plus en 2020 qu'en 2019. Alors là, je veux dire, où sont passés les morts? Parce qu'on nous a annoncé à la radio des morts Où sont passés les morts de plus? Donc si vous voulez, c'est des questions qui interpelle le médecin de terrain que je suis. Voilà. Séverine Page, ce recul dont on semble manquer encore sur l'efficacité probable ou avérée de ce vaccin, ça fait quand même 1 an maintenant que ça a commencé. Il y a déjà des retours et vous êtes justement spécialiste de la pharmacovigilance. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, la pharmacovigilance, ça vise à détecter, comprendre et évaluer les effets indésirables liés à l'utilisation d'un médicament et à les mettre en balance avec les bénéfices apportés. C'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque dont parlait le docteur Chazal. Quand les bénéfices sont supérieurs aux risques, le médicament obtient une autorisation de mise sur le marché. Alors, le vaccin, l'étude pour le vaccin Pfizer, l'étude de phase 3 est encore en cours, ça c'est vrai. Cependant, la première partie de l'étude qui visait à faire la démonstration de son efficacité contre le fait d'être contaminé par le virus, ça on a les données d'efficacité et de sécurité pour dire oui, ce médicament est efficace à 95% pour protéger contre une infection. Après les 2 ans, chaque patient dans l'étude est suivi pendant encore 2 ans. Ça, c'est pour mesurer justement combien de temps l'immunité, la protection va être conférée. C'est pour mesurer aussi l'impact avec les variants, une éventuelle recontamination, l'impact que ça pourrait avoir sur les hospitalisations et sur les décès. Donc ça, en effet, c'est en cours. Mais pour sa protection personnelle, pareil, on n'avait pas les données de transmissibilité. Maintenant, on en a. Mais par contre, l'efficacité est démontrée et le résumé des caractéristiques du produit, donc
qui est la notice pour les professionnels de santé, résume tous ces éléments et donne les chiffres de l'étude. Est-ce que vous avez tous les composants de ce vaccin? Ils sont listés dans le RCP. Vous les avez? Oui. D'accord. Il y a évidemment, et on a entendu tout à l'heure dans le journal de Jean-François Bodin, le docteur Thierry de Grélan, qui est le président du conseil médical du CHT, qui disait les gens peuvent avoir plus peur du vaccin que du virus. Jean-Baptiste Friat, c'est quelque chose qui est possible, ça? Est-ce que les gens peuvent avoir plus peur du vaccin que du virus? Je voulais juste revenir sur les propos du docteur Chazal sur la surmortalité. Moi, j'ai des articles qui montrent que pour la première fois en France métropolitaine depuis longtemps, on va avoir une diminution de l'espérance de vie. Donc, c'était pas arrivé depuis 1945. Donc, on va pas faire une bataille d'experts, mais moi j'ai des sources qui... Ça n'a rien à voir avec le sujet. Qui indiquent... si, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de la Covid, 100 000 personnes, donc forcément, il y a peut-être d'autres éléments, tels que, effectivement, les grippes saisonnières, mais ils ont pas le même impact. En tout cas, moi, dans mes lectures, et bon, bien sûr, c'est l'INED, l'Institut national d'études démographiques, il y a peut-être des choses aussi... qui sont pas... on peut peut-être les taxer de parti pris, mais dans mes lectures des responsables de l'INED, ils disaient quand même qu'il y avait un recul historique de l'espérance de vie en France métropolitaine, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1945. C'est dans tous les pays de l'OCDE qu'il y a une diminution de l'espérance de vie. C'est lié à notre mode de vie et notre mode d'alimentation. Les États-Unis sont beaucoup plus atteints que nous, donc ce n'est pas si vous êtes hors sujet, ce n'est pas le sujet du vaccin, je suis désolé. Docteur Grandmougin, on a bien compris que ce vaccin, la campagne de vaccination, tout ça, ça suscite évidemment des craintes, des peurs. Ça, c'est des choses que vous vivez au quotidien, parce que les gens vous posent des questions quand ils viennent se faire vacciner au centre de Montravel. Alors, ils en posent au moment où ils viennent se faire vacciner, puisqu'il y a cet entretien au préalable pour lister d'éventuelles contre-indications, puisqu'ici on a listé donc 5 cas qui sont la grossesse, l'allaitement, une infection en cours, ici, et qui sont donc les infections en cours, ou une infection à la Covid-19 dans les 3 derniers mois, et le problème des allergies. Mais au préalable, il est possible que ces personnes contactent donc un médecin. Donc j'ai régulièrement donc un listing de personnes qui souhaitent être rappelées donc pour avoir des questions en amont. Donc les questions en amont, c'est beaucoup des questions liées justement à la peur du vaccin, effectivement, à tous ces questionnements par rapport aux lectures qui sont faites, à tout ce qui est également dit sur les réseaux sociaux. Et la principale peur, elle est liée à l'actualité en ce moment. Par exemple, entre les différents types de vaccins et les effets secondaires qu'il peut y avoir. On a entendu parler des thromboses, par exemple, avec le vaccin AstraZeneca. Donc, c'est des questions qu'ils posent en amont pour savoir quel vaccin on a ici, on utilise en Nouvelle-Calédonie, quel type de réaction donc il est possible d'avoir. Et à partir de là, on leur laisse le choix, bien sûr. La vaccination n'est pas obligatoire et systématiquement, je leur dis qu'après les avoir informés, répondu à leurs questions, je leur laisse le choix de se faire vacciner. C'est vrai, une page justement sur les effets indésirables. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a des effets indésirables qui sont peut-être bénins, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus sévères. Alors, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous surveillez particulièrement? Alors, c'est lissé au niveau international ce qui est fait. Donc les critères de ce qui est considéré comme un effet indésirable grave, c'est le décès, la mise en jeu du pronostic vital, l'hospitalisation, ou si l'effet survient à l'hôpital, la prolongation de cette hospitalisation, une invalidité ou incapacité permanente et une anomalie congénitale. Donc c'est des effets bien sûr, heureusement, rares, très très rares. Dans les médicaments, sinon, si c'était fréquent, ils n'auraient pas d'autorisation de mise sur le marché, fort heureusement.
Et en ce qui concerne les effets indésirables qui surviennent après la vaccination, on peut les mettre dans 5 catégories différentes et selon la catégorie dans laquelle ils se trouvent, on va pouvoir apporter une réponse différente. Donc bien sûr, la première catégorie, c'est les effets connus du vaccin, comme une réaction allergique, une douleur dans le bras, un peu de fièvre, enfin des syndromes un peu grippaux. Donc ça, c'est des effets qui sont listés, connus dans les résumés des caractéristiques du produit. Après, il peut y avoir avec certains lots un défaut qualité. La qualité des médicaments est très 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 surveillée, mais si jamais il arrive qu'il y ait un lot qui ait un défaut et qu'il y ait des effets indésirables qui surviennent à cause de ce défaut qualité, la réponse qu'on va apporter, c'est le retrait de lot. C'est pour ça que c'est très important d'avoir le suivi de chaque lot. On retire les lots du marché pour épargner la population d'effets indésirables liés à ce défaut. Après, il peut y avoir des effets indésirables qui sont liés à une erreur d'administration. Il peut y avoir des erreurs dans la reconstitution ou de se tromper de voie d'administration. Là, ça arrive. Donc, ça peut arriver. C'est rare encore. C'est des choses qui sont rares, mais qui peuvent arriver. Là, la réponse qu'on va apporter, elle va être plus d'ordre institutionnel, reformer les personnes en charge de la vaccination, identifier les causes qui ont fait que cette erreur a pu apparaître et mettre en place des choses pour minimiser le risque que cette erreur survienne. La 4e catégorie, c'est lié au malaise, à l'anxiété liée à la vaccination. Il y en a certains qui connaissent ça en allant chez le dentiste. Avec la vaccination, il y a des gens qui font des malaises. Le simple fait de voir une seringue, des fois, ça suffit à... Donc ça, c'est des effets indésirables liés au contexte plutôt qu'aux médicaments. Et la 5e catégorie, c'est la plus importante. C'est des événements qui vont survenir, des événements indésirables, comme un accident de voiture, une hospitalisation, un décès, n'importe, qui va survenir après la vaccination et qui a une association temporelle, donc elle pourrait être liée au vaccin, mais c'est pas parce qu'elle survient après qu'elle l'est forcément. Et donc quand les professionnels de santé ont l'obligation réglementaire de déclarer les effets indésirables graves ou inattendus, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore, qui ne sont pas répertoriés. Et donc, quand il y a une suspicion que le vaccin ou le médicament a contribué ou est la cause de cet événement indésirable grave ou inattendu, là, les déclarations partent, elles sont remontées et il y a des analyses qui sont faites d'évaluation de l'imputabilité pour déterminer oui, c'est à cause du vaccin, non, c'est pas à cause du vaccin. Et donc, avec AstraZeneca, les thromboses, c'est un signal de pharmacovigilance qui est en cours d'analyse. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui permettent encore de dire de certifier que c'est lié excusez-moi d'interrompre, mais ça va peut-être être le cas a fortiori que le temps étant très court, les promoteurs les chercheurs qui ont fait ces études ne peuvent pas connaître les effets à moyen et long terme de ces, puisque vous comprenez bien qu'on peut pas. J'ai l'impression que le temps, la notion du temps est quelque chose de très important. Mais c'est vrai pour tous les médicaments. Ne prenons pas nos aînés pour des idiots. S'ils ont mis 5 à 20 ans pour faire les vaccins précédents, en 7 mois, ça me paraît compliqué de pouvoir affirmer toutes ces choses. Alors, en même temps, il fallait bien faire quelque chose. Je veux dire, il y a eu une mobilisation scientifique absolument très extraordinaire autour. Je vous remercie de votre question. Moi, elle m'intéresse grandement parce qu'en fait, effectivement, moi, comme en tant que médecin de terrain, on y viendra tout à l'heure, hormis du fait que j'ai cherché quelle était cette petite bête, j'ai pas encore trouvé. Mais c'est vrai que est-ce que maintenant les médecins ils traitent qu'en vaccinant? Mais non, on peut traiter autrement. Officiellement, il n'y a aucun traitement, sauf que il y a deux tiers des pays dans le monde utilisent l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, tout un tas de choses, etc. Et ça marche, parce qu'il y a beaucoup moins de morts que dans les pays occidentaux. D'ailleurs, il y a une étude que vous devriez regarder de l'équipe du professeur Raoult également. Ils ont fait une étude qui ne s'est jamais faite en médecine. Ils ont corrélé le niveau de corruption des scientifiques avec le niveau de mort du pays dans la crise là. C'est très intéressant. C'est assez original. Voilà. Donc non, mais ce que je veux dire par là, c'est anecdotique. Non, mais je veux dire, on n'a pas de temps. Et moi, aujourd'hui, sur le terrain, ce qui m'affole un petit peu, c'est que je n'ai pas de certitude, scientifique. Je n'ai pas de certitude scientifique. Et si vous voulez, je suis totalement abasourdi de voir mes confrères qui sont
tous très compétents. Moi, il y a plein de gens ici que je connais qui sont d'excellents médecins. Et d'être dans ces certitudes-là. Et moi, c'est la seule différence que j'ai avec tous mes confrères, c'est que moi, je ne peux pas avoir de certitude scientifique après avoir ingurgité ces milliers de pages et d'apprendre en ce moment ce qui se passe à droite et à gauche. D'ailleurs, il y a un pays très intéressant qu'on devrait regarder, et que M. Ménage devrait vous intéresser, à Israël. Puisque la superficie d'Israël est à peu près similaire à celle de la Calédonie. Il y a beaucoup plus d'habitants. Ils font que Pfizer, ils ont que Pfizer comme nous. Et donc, c'est très intéressant de voir ce qui s'y passe. Alors, je ne veux pas polluer le débat avec mes informations d'aujourd'hui, mais je pense qu'il serait intéressant parce qu'en fait, c'est comme nous. Alors, peut-être qu'ils font... ils ont Pfizer, nous on n'a que Pfizer. Il y a d'autres îles, elles ont... En fait, dans le Pacifique, il y a un vaccin par île, c'est différent. Donc chaque population a pas le choix. Donc ça aussi, moi ça m'interpelle. Pourquoi moi, un médecin, je ne peux pas faire un vaccin Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca ou Sputnik ou Sinopharm? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de vaccin. Ce sont les grands malades, les allergiques, etc. Peut-être qu'un vaccin à virus inactivé, comme le Sinopharm, c'est moins dangereux qu'un vaccin, une nouvelle... Je rappelle que cette technologie de l'ARN messager, c'est inaugural. Ça n'a jamais été fait sur l'être humain. C'est la première fois. Et l'étude n'est pas terminée. Donc vous voyez, c'est un petit peu ces éléments-là qui me font douter, sachant que j'ai des réticences. Oui, effectivement. Sachant aussi que cette technique de l'ARN messager est formidable, c'est une super trouvaille, mais simplement elle n'est pas terminée. Que la vaccination c'est un super truc, et cocorico, c'est nous les Français qui l'avons inventé, et donc nous, grâce à nous, il s'est passé beaucoup de choses, et donc comme je vous dis, moi je vaccine tout le temps, mais là, et surtout avec ce produit, l'AstraZeneca, on parlait de thrombose, c'est voilà. Là, je viens de lire un article qui vient d'Angleterre, parce que moi j'ai des contacts un peu dans tous les pays. Il y aurait, notamment on parlait de grossesse, il y aurait 366% de plus de fausses couches spontanées chez les vaccinés que chez les autres. Moi ça m'interpelle. Je vous propose de sourcer ce document, Monsieur Ménage, et je vais vous le transmettre. Voilà. Non, mais on a évidemment, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a beaucoup de choses encore à dire. Le temps évidemment manque quand on est face à une crise sanitaire de cette ampleur, et je m'adresse à vous quatre. Les médecins se mettent tous ensemble, les scientifiques, et puis on essaye de trouver quelque chose qui soit adapté. Mais c'est vrai que le recul, on l'a pas encore, tout à fait, Séverine Page. Oui, alors j'espère rassurer les auditeurs. Le vaccin Sinopharm et tous les autres vaccins, ils suivent le même processus. Ils ont les mêmes. C'est au niveau international les exigences de comment conduire un essai clinique, quelles informations remonter. Donc ils suivent tous le même procédé, et donc pour n'importe quel nouveau médicament qui est sur le marché, c'est comme ça que ça se passe. On n'arrête pas de faire d'améliorer nos processus, mais tous les médicaments sont évalués dans une petite population, quelques milliers de patients, qui permettent d'avoir une évaluation à un temps T pour dire que les bénéfices sont supérieurs au risque. Mais une fois sur le marché, on continue, tous les médicaments, on les suit. Il y a une réévaluation continue qui permet d'affiner le traitement, d'affiner l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, de savoir si on peut vacciner les femmes enceintes dans le premier trimestre, dans le deuxième trimestre, dans le troisième trimestre, toute la grossesse, ou est-ce qu'il faut éviter le troisième trimestre. Tout ça, ce sont des informations de pharmacovigilance qui sont remontées. Et en 7 mois, on sait tout ça, apparemment. Pour tous les médicaments, moi, tous les nouveaux médicaments. Donc, à partir du moment où il y a une autorisation de mise sur le marché, c'est le même traitement pour tous les médicaments. Donc, je comprends que, vu la rapidité, ça puisse générer des inquiétudes, mais il n'y a pas eu de sacrifice en termes d'exigence des données. Mais je suis d'accord avec vous, comme tous les nouveaux médicaments, ils sont surveillés de très près, et on apprendra à mieux s'en servir pour qu'il n'y ait que des bénéfices et très peu de risques. Le docteur de Gréland disait ce matin lors du point de presse du gouvernement qu'il fallait aussi respecter justement ces réticences, qu'il faut respecter ces peurs, ces doutes que les gens peuvent avoir. On imagine, docteur Grandmongin, que vous y êtes confronté chaque jour à ces craintes. Est-ce qu'il faut les combattre, ou est-ce qu'il faut les accepter telles quelles, et puis ne pas forcer les gens finalement à aller vers quelque chose dont ils ne sont pas sûrs? Je pense qu'il faut
les comprendre et surtout ne pas essayer forcément de les combattre. Donc c'est apporter donc les informations dont on dispose pour que les personnes puissent prendre leurs décisions avec les réponses qu'on leur apporte. Mais pour rebondir sur ce que disait donc le docteur Chazal, certes donc le temps a été compressé, donc moi aussi je n'ai pas de certitude, hein, je lis aussi beaucoup. Et il est clair que les études qui ont été faites donc par rapport aux populations, au nombre de personnes qui ont été vaccinées, certes les poules de population pour lesquelles ont été utilisés prescrit le vaccin sont beaucoup plus importants que pour donc les premiers vaccins. Donc on a utilisé donc tous ces vaccins qu'on utilise depuis plus de 20 ans. Donc c'est qu'au départ ont été mis en place ce qui n'a jamais été fait auparavant, une sorte de machine, certes donc un peu rouleau compresseur peut-être, mais qui a permis d'aller plus vite. Alors moi non plus, je n'ai pas non plus de certitude, mais je lis, et là je lisais notamment, vous parliez de médicaments comme l'ivermectine, donc des réponses qu'il y a de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, qui a fait une réponse claire en listant donc toutes les études qui ont été faites par rapport à ce médicament qui aujourd'hui n'a pas prouvé donc son efficacité, mais des études à plus grande ampleur sont en cours. Donc ça peut changer. Effectivement, il faut savoir accepter. On dit bien que la science a besoin de temps et qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi... Oui. Quand il n'y en a pas assez, on dit que ça va trop vite. Je comprends qu'on peut accepter qu'une étude ne soit pas terminée, des risques avec un vaccin, qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des risques avec un médicament qui, je vous rappelle, en avril 2020, dans une maison de retraite, un EHPAD, il y a eu une épidémie de gale. Les gens avaient aussi chopé donc la contamination à soi-disant Covid-19. Et donc la dermato qui est venue soigner les gens a traité toutes les personnes avec de l'ivermectine. Il y a eu aucun effet secondaire, il n'y a eu aucun décès de ces personnes très âgées. Donc déjà, on a un petit exemple, ça a été repris dans des études à l'étranger, et effectivement, il y a plein de pays où on se sert de l'ivermectine. Mais moi, je ne veux pas défendre particulièrement. Mais moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est qu'on puisse prendre des risques avec un vaccin et qu'on n'accepte pas de prendre des risques avec des médicaments qui sont faits pour des médecins qui soignent, c'est-à-dire des médecins comme moi. Je soigne les gens. Soigner des gens avec des vaccins qui ne sont pas terminés, excusez-moi, j'ai un peu de mal, et je ne suis pas anti-vaccin, je ne suis pas contre l'ARN messager, bien au contraire, c'est une future technique qui est très prometteuse. Mais au jour d'aujourd'hui, mes chers amis, je n'ai pas votre optimisme, et donc aux lectures que je vais sourcer dans l'avenir, je vais regarder les effets à moyen terme, parce qu'on en est là, on a vacciné, ça est dans d'autres pays, etc. Regardons ce qui se passe. Moi, je vous engage à bien regarder pour vous faire une opinion plus précise, et parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé de nos compatriotes. Je vois que beaucoup de vaccins, un seul vaccin d'ailleurs, moi je déplore que nous, médecins, nous n'ayons pas le choix, monsieur Ménage, de choisir les vaccins, parce que je ne sais pas si juridiquement c'est acceptable. Mais bon, voilà, enfin, tout c'est un point à voir. Mais voilà, je soulève le point parce que... et puis peut-être que la population, s'il y avait le choix, elle serait peut-être un petit peu moins réticente, etc. Si le médecin que je suis dit, bon, bah oui, ça a l'air d'être bien, etc. Bon, mais aujourd'hui, j'ai pas le choix. Donc là, je m'intéresse particulièrement à Pfizer. M'intéresse moins aux autres, mais bon, à ce que j'ai pour l'instant, je suis pas rassuré, si vous voulez, aujourd'hui. Peut-être demain, mais aujourd'hui, non. Jean-Baptiste Friat, directeur de la DEPAS Sud, on imagine que même au sein de la puissance publique, à l'intérieur de vos services, il doit y avoir des gens qui sont peut-être réticents, des gens qui se posent des questions. Alors, je vous repose la question que je posais à tout le monde tout à l'heure. Est-ce qu'il faut convaincre les gens, ou est-ce qu'il faut au contraire respecter leurs craintes et leur dire c'est un choix tout à fait personnel? D'abord, il faut rappeler le cadre légal, comme l'ont fait les autres intervenants. La vaccination pour la Covid n'est pas obligatoire, contrairement à d'autres obligations, d'autres vaccinations. Donc pour l'instant, ça repose sur la libre arbitre de tout un chacun. C'est vrai que nous, on a eu aussi une campagne de vaccination qui a commencé de manière assez discrète parce qu'on pensait, grâce aux efforts consentis par tout le monde, être Covid-free. Donc on a bien vu aussi, quand on a commencé à avoir des cas importés, qu'il y a eu une forte demande. C'est sûr qu'on mesure aussi la vaccination à l'aune des risques que l'on court. En Calédonie, jusqu'à présent, on était... Et on espère tous être devenus Covid-free. Donc c'est vrai que les gens se disent...
il n'y a pas énormément de recul, je prends davantage de temps, j'ai pas pour projet de partir en vacances, donc du coup, on a vu une forte augmentation de la demande avec l'épisode qu'on a vécu, et effectivement, les gens sont plutôt en demande, et après, je pense qu'il faut laisser le choix à tout un chacun de faire la balance bénéfice-risque et de prendre une décision éclairée. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les quatre d'avoir assisté à cette émission. Je vous propose qu'on la reprogramme dans 6 mois. Comme ça, on fera un petit point pour savoir exactement comment tout ça a évolué. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à ce magazine citoyen. J'espère que nous avons pu répondre à quelques-unes des questions que les auditeurs se posent sur le vaccin contre la Covid-19. Je vous souhaite une très belle journée sur Radio Rythme Bleu.